l'État. On utilise ce mot tous les jours, mais au fond, c'est une idée complètement abstraite. Comment est-ce que ça a bien pu naître ? Eh bien, aujourd'hui, on va remonter le temps, direction le Moyen-Âge français, pour voir comment cette machine a été assemblée, vraiment, brique par brique. La question de départ, elle est immense. Comment est-ce qu'on passe d'un royaume où le pouvoir est une affaire de personnes, où tout est fragmenté, à un État, une entité centralisée, impersonnelle ? C'est une transformation radicale, une vraie révolution, qui s'est étalée sur plusieurs siècles. Alors voilà le point de départ de toute cette histoire. Le passage de la suzeraineté à la souveraineté. Au début, le roi, c'est un suzerain. C'est un peu le chef des chefs, le seigneur au-dessus de tous les autres seigneurs. Mais son pouvoir est indirect. L'ambition, le but du jeu, c'est de devenir un souverain, c'est-à-dire le chef de tous les sujets, sans exception, sans intermédiaire. On passe d'un pouvoir qui repose sur des liens d'homme à homme à une véritable institution. Le tout premier défi, pour les rois, c'était d'abord de durer. Comment faire en sorte que tout ne s'écroule pas à chaque succession ? Comment s'assurer que sa propre famille reste sur le trône, alors qu'en face il y a d'autres nobles tout aussi puissants ? Il fallait construire un pilier fondamental, la légitimité. Pour ça, les règles de succession ont été solidifiées, petit à petit. On est parti d'une élection par les grands du royaume, imaginez l'instabilité, pour aller vers l'hérédité. Puis, on a précisé, ce sera la primogéniture, le fils aîné et personne d'autre. Et enfin, le coup de génie, l'instantanéité, pas une seconde de vide du pouvoir. Chaque étape, c'était une bataille de gagner pour la monarchie. Et pour bien enfoncer le clou de cette continuité, il y a une théorie qui apparaît, une idée assez fascinante, celle des deux corps du roi. C'est un concept clé pour comprendre comment l'idée d'État a pu s'installer. En gros, même si l'homme qui est roi meurt, la fonction royale, elle, ne meurt jamais. D'un côté, on a le corps mortel, celui qui naît, vieillit, meurt. Et de l'autre, le corps politique, immortel, qui représente la couronne, l'État. Ce corps-là, il passe directement au successeur. C'est la logique derrière la fameuse phrase « Le roi est mort, vive le roi ». D'ailleurs, aux funérailles de Charles VI, c'est une effigie du roi qu'on a fait parader, pas son corps. Le symbole était clair, la fonction royale est toujours là, bien vivante. Et pour se placer vraiment au-dessus de la mêlée des nobles, le roi s'est doté d'une dimension sacrée. On a carrément construit des mythes, des sortes de super-pouvoirs. L'huile sainte du sacre, le pouvoir de guérir, la fleur de lys venue du ciel. Tout ça, ce n'est pas juste du folklore. Ça fait du roi l'élu de Dieu. Et du coup, se révolter contre lui, ce n'est plus de la politique, c'est un sacrilège. Bon, être légitime, c'est une chose. Mais comment on fait pour que la volonté du roi soit respectée partout dans le royaume ? Surtout quand la justice est un puzzle de juridiction locale. Il fallait que le roi devienne la source unique de toute justice. Il faut bien se représenter la situation de départ. La justice royale, c'est une part du gâteau, et pas la plus grosse. Elle est en compétition avec celle des seigneurs, celle de l'Église qui est hyper puissante et même celle des villes. Le grand projet de la monarchie, ça va être de grignoter toutes les autres parts. Premier outil de conquête, l'appel. L'idée est simple mais redoutable. On donne le droit à n'importe qui, s'il n'est pas satisfait d'un jugement local, de faire appel devant un tribunal royal. C'est un aspirateur à pouvoir judiciaire, tout simplement. Deuxième levier, la prévention. Là, c'est encore plus direct. Un juge royal peut décider de prendre une affaire à un tribunal seigneurial s'il considère que la justice risque d'être mal rendue. C'est une manière d'intervenir directement dans les affaires des autres. Et enfin, troisième technique, les cas royaux. Le roi commence à définir une liste de crimes, la lèse-majesté, la fausse monnaie, etc., qui relèvent exclusivement de sa compétence. Une liste qui, bien sûr, ne va faire que s'allonger avec le temps. Et celui qui va orchestrer toute cette centralisation, c'est le Parlement de Paris. C'est lui qui va utiliser ces trois outils, l'appel, la prévention, les cas royaux, pour faire du roi cette fameuse fontaine de justice, l'arbitre suprême du royaume. On en arrive au troisième pilier, et c'est le nerf de la guerre, au sens propre comme au figuré, l'argent. Parce que pour avoir des ambitions, et surtout pour faire la guerre, il faut des moyens colossaux. Le problème financier de base, il est là. En temps normal, la règle, c'est que le roi doit vivre du sien, c'est-à-dire avec les revenus de son domaine personnel, mais quand une guerre éclate, ça ne suffit plus, mais alors plus de tout. Il faut donc lever des impôts extraordinaires. Le souci, c'est qu'ils sont censés être temporaires et il faut obtenir l'accord des assemblées. Et puis, la crise. La crise qui va tout changer. Regardez ce chiffre, 3 millions. 3 millions d'écus d'or. C'est la rançon absolument monumentale réclamée par les Anglais pour libérer le roi Jean II. Une somme pareille, c'était juste impensable à réunir avec les revenus classiques. Là, on a un système qui se brise net. En fait, c'est la guerre de 100 ans qui va servir de catalyseur.
Le besoin d'argent est permanent. Mais en plus, la guerre crée un chaos terrible à l'intérieur du pays, avec des bandes de soldats sans emploi, les écorcheurs, qui pillent tout. La seule réponse possible, c'est de créer une armée royale, permanente, professionnelle. Et pour financer cette armée permanente, il faut quoi? Un impôt permanent. La boucle est bouclée. Et c'est là que tout se met en place. Nos 3 piliers, la légitimité dynastique, le contrôle de la justice et la maîtrise des finances, fusionnent pour donner naissance à quelque chose de nouveau, l'État moderne. Le changement est radical. Avant, le roi devait négocier, presque supplier ses vassaux de venir se battre pour lui. Maintenant, il commande sa propre armée. Une armée qui lui est loyale parce qu'elle est payée par lui. C'est l'acquisition du monopole de la violence légitime, le socle même de la souveraineté. Voilà l'équation finale. Un impôt permanent qui finance une armée permanente. C'est ce duo qui constitue l'acte de naissance de l'État moderne. C'est le pacte fondamental, la sécurité contre l'impôt. Et toute cette construction historique nous amène à une question qui reste incroyablement pertinente. L'État fort, capable de maintenir l'ordre, est né d'une situation de chaos. Mais évidemment, cette centralisation du pouvoir a un prix. Et depuis ce temps-là, le débat pour trouver le juste équilibre entre la puissance de l'État et la préservation des libertés n'a jamais cessé.